si jamais besoin. Ah, il y a ah oui, Ouais. cours d'enregistrement. Voilà. Tu as lancé donc Pour moi, il n'est pas encore lancé l'enregistrement, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a encore un truc qui tourne en boucle. Est-ce que c'est mon téléphone qui… Antoine, pour nous, il y a bien marqué enregistrement en haut à gauche. Ouais, parfait, c'est lancé. Du coup, on peut lancer. Donc, bienvenue pour cette édition numéro 6, parce que je le rappelle, ça a commencé en juin. Bien évidemment, avec le Covid, le digital nous a rapprochés. Ça nous a permis de faire des visites virtuelles de lieux et de personnes qui sont à distance et qui, du coup, profitent à des gens qui sont aussi à distance. Et de toutes parts. Tom, je l'ai rencontré lors d'un appel à projet pour la Maker Faire qui s'appelait Habitons ensemble. J'ai été membre du jury et quand il a présenté son projet, je me suis dit, cette personne-là, c'est juste génial, il faut qu'elle nous présente son projet au cours de nos cafés makers. Et en plus, lui, il a plugué le fait qu'il était fab manager d'un Fab Lab, donc à Mulhouse. Donc là, on est en direct de Mulhouse avec Tom. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on va voir et son lieu et son projet auquel il a été lauréat sur Habitons Ensemble et où il a été présenté à la Maker Faire le week-end dernier. Donc Tom, je te laisse la main. Merci beaucoup. Déjà, bonjour à tous et puis merci d'être venu pour ces quelques minutes pour découvrir un petit peu ce qu'on fait. C'est toujours cool de pouvoir partager un petit peu. N'hésitez pas s'il y a des choses que je survole puisque je fais pas souvent les présentations comme ça en distanciel, en visio. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me couper pendant la présentation et puis je reprendrai. Je vais commencer juste pour présenter un petit peu de manière scolaire on va dire le Fab Lab et puis le projet avec un partage d'écran et un PowerPoint. Et ensuite, je vous ferai un petit peu visiter les lieux. Donc, je switcherai sur mon téléphone et puis je me baladerai dans le Fab Lab. Comme ça, vous verrez un petit peu tout ce qu'on fait. Vous verrez dans quel univers on travaille. Et puis, vous pourrez aussi discuter s'il y a des adhérents qui sont là ou avec nos stagiaires. Je leur demanderai un petit peu ce qu'ils font dans le Fab Lab. Ça permettra de vous donner un petit peu une idée de ce que tout le monde fait. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit? Top. Là, c'est bon. Super. Donc, pour introduire le Fab Lab, en fait, on est basé à Mulhouse, on est à kilomètre zéro, donc c'est dans un hôtel d'entreprise qui est une ancienne fonderie où on a tout plein de sociétés, à la fois des toutes petites, à la fois des grandes qui bossent dans les locaux. Et nous, on est vraiment le seul Fab Lab dans ces locaux. Donc, ce qui est cool, c'est qu'on a là à la fois des étudiants, à la fois des particuliers, à la fois des professionnels qui ont un rapport avec nos thématiques à nous. Donc, vous l'aurez compris, c'est plutôt l'accessibilité et le handicap. Et à la fois des professionnels qui n'ont aucun rapport avec ces thématiques, mais qui vont être là pour faire leur projet pro et qui vont aussi être là des fois pour nous donner un coup de main sur nos projets qui sont liés à l'accessibilité. Donc, c'est plutôt cool. Ça nous fait un super écosystème et c'est top pour pouvoir avancer. Je ne représente pas ce qu'est un Fab Lab puisque je pense que tout le monde sait à peu près. Oui. Ok, super. Donc, juste comme on est mulhousien et que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas forcément du coin et qui n'ont pas envie de faire 8 heures de route pour s'investir dans un Fab Lab comme le nôtre, sachez que si ça vous intéresse, il y a plein d'autres initiatives en France qui font un petit peu des choses similaires. Donc là, je vous ai mis quelques logos. Il y a eFabric à Paris qui est un petit peu dans ce monde-là. Il y a My Human Kit à Rennes qui est un énorme Fab Lab qui est dédié au handicap, qui est super intéressant aussi. Et puis après, il y en a plein d'autres. Tactilab, c'est à Villeurbanne, donc près de Lyon. Rehab Lab, c'est une communauté qu'on trouve un petit peu partout en France qui fait des aides techniques en collaboration avec des centres de réadaptation. Enfin bref, en gros, il y a plein d'autres Fab Labs qui le font. Enfin, plein, c'est un grand mot, mais il y a bien une quinzaine de Fab Labs en France qui bossent sur des thématiques similaires aux nôtres. Donc, n'hésitez pas à regarder ce que les autres font aussi. Qu'est-ce qu'un Fab Lab? Là, je soulignais juste, en fait, qu'un Fab Lab, c'est souvent connu pour être porté par des associations, mais ça peut être porté par plein d'autres choses, par des écoles, par des collectivités, par des entreprises, etc. Et nous, on est porté par un groupe associatif, donc qui à la base est une association qui s'appelle Famille Solidaire et qui est en fait aujourd'hui aussi une foncière puisqu'on développe des habitats, on fait un petit peu d'immobilier, on fait de l'accompagnement de porteurs de projets pour des personnes qui veulent développer des habitats inclusifs. Donc, je vais juste vous mettre une vidéo de 2 minutes, top chrono,
qui présente ce qu'est l'habitat inclusif, puisque ça, par contre, je suis quasiment sûr que ça parle à personne. Et c'est un petit peu notre fer de lance à nous, donc c'est hyper important que vous compreniez pourquoi on a créé le Fab Lab. Donc, si vous me dites que vous voyez la vidéo, je la lance et c'est parti. Bon. OK. Super. Voici Manu. Manu a 20 ans et est fan de jeux vidéo et de musique. Mais Manu vit toujours chez ses parents car il a besoin dans son quotidien d'une assistance de vie en permanence pour mettre ses chaussettes, préparer son repas ou se laver les cheveux. Malgré ces différences, Manu aspire pourtant à vivre un jour chez lui, comme tout le monde. Ses parents, José et Martine, s'épuisent mentalement et physiquement à réaliser ces tâches, tout en s'inquiétant car ils vieillissent et se demandent qui prendra leur relais un jour. Comme il n'y a pas à proximité d'institutions pour accueillir leur fils, José et Martine se sentent démunis face à cette situation. Heureusement pour eux, une troisième voie existe, l'habitat inclusif. L'habitat inclusif, c'est le bon équilibre entre chez soi et avec les autres. Manu deviendra locataire avec un appartement dans lequel il pourra recréer son chez-lui avec toutes ses passions, tout en bénéficiant d'une vie adaptée à son niveau d'autonomie. Il conservera le choix des professionnels de santé qui interviendront à son domicile ou qu'il consultera à l'extérieur. Grâce à la mise en commun avec ses voisins des heures d'aide humaine pour organiser la vie quotidienne, l'habitat inclusif est sécurisant car il permet la présence d'auxiliaires de vie 24 heures sur 24. L'habitat inclusif est un habitat partagé, avec des activités décidées ensemble qui s'adaptent aux envies de chacun dans des espaces de vie communs. L'habitat est inclusif car connecté aux lieux de vie du territoire, commerce, administration et activités de loisirs faciles d'accès. Grâce à Famille Solidaire, tout le monde est rassuré. Manu peut vivre sa nouvelle vie en toute sécurité. Famille Solidaire est un groupe associatif pionnier de l'habitat inclusif qui travaille avec les futurs locataires et leurs familles pour connecter. Je me permets de couper la promo qui est peut-être un petit peu moins utile pour cette présentation. Et je repasse là-dessus. Donc, en fait, Famille Solidaire, c'est le groupe associatif qui porte le Fab Lab. Et maintenant que vous avez vu la vidéo, je peux vous expliquer que ça existe depuis 2012 et l'idée, c'est de permettre à des personnes en perte d'autonomie de continuer à vivre avec et comme les autres dans des logements qui sont adaptés en fonction de leur pathologie ou de leur niveau de dépendance, puisque ça s'adapte pour des personnes handicapées, mais aussi pour des personnes qui sont trop âgés pour vivre seuls ou qui ont une maladie type Alzheimer, etc. Et en fait, on est parti du constat qu'il y avait énormément de solutions qui n'étaient pas forcément adaptées au grand public, dans tout ce qui est mobilier, dans tout ce qui est solutions numériques. Et on a commencé à se demander comment on pouvait adapter des solutions du marché pour nos habitats inclusifs et pour les rendre le plus accessibles possible pour les habitants. Et c'est comme ça, finalement, qu'est née l'idée du Fab Lab, qui est vraiment liée à des problématiques d'accessibilité et à des problématiques d'inclusion dans le logement. Donc, finalement, on est rattaché à une association, mais qui est aussi une entreprise, puisqu'on a créé, comme je vous le disais, des petites entreprises, surtout pour faire du conseil. On est fixe et on est basé sur les problématiques accessibilité dans le logement, donc habitat inclusif. Je vous ai présenté la vidéo, je vous ai parlé. Et du coup, tu travailles sur des projets inclusifs de la région de Mulhouse ou pour finir, tu as d'autres projets qui peuvent arriver d'ailleurs? Je parlerai des projets après, mais en fait, pour les projets adhérents, on bosse beaucoup sur des projets locaux, puisqu'on est tout récent, on est tout jeune, on existe depuis mi-2000, donc il y a le temps que la communauté se crée. Mais ensuite, nos projets, on essaye de les diffuser pour que ça puisse servir nationalement, voire internationalement, et on essaye aussi de recueillir des besoins qui puissent venir d'autre part que Mulhouse. Sinon, on est très vite fermé, en fait. Yes. C'est pas le but. Donc, en fait, notre objectif, c'est analyser des problèmes du quotidien qui soient liés au confort de vie, à la sécurité, à la domotique, toujours dans un objectif d'améliorer l'autonomie d'une personne qui n'a pas toute son indépendance. Faire de la R&D en cherchant des solutions innovantes pour répondre aux problèmes qui sont rencontrés, tout en essayant d'avoir des projets un petit peu collaboratifs. Donc, on va travailler avec des
on va travailler avec des étudiants, on va prendre des stagiaires, on va avoir des particuliers qui vont aussi s'investir dans les projets. Et ensuite, on essaye de tout repartager, de tout diffuser le plus largement possible en utilisant les plateformes type GitHub, comment ça s'appelle aussi, Thingiverse. On va essayer de partager un petit peu nos fichiers et puis montrer un petit peu comment on développe les projets pour que d'autres personnes puissent s'en investir. Donc là, c'est les photos, je vous les présenterai rapidement tout à l'heure. On est un tout petit Fab Lab, on ne fait que 80 mètres carrés. On a des imprimantes 3D en termes d'outils, donc c'est les outils qu'on utilise le plus puisque ça permet de créer des objets en plastique, dont des aides techniques, et c'est quand même super facile à prendre en main. C'est des outils où on propose des formations et en 2 heures, nos adhérents sont capables de commencer à imprimer des pièces. Alors, pas forcément de les concevoir, on propose aussi des formations pour les concevoir, mais ils peuvent déjà imprimer des pièces qu'ils trouvent sur Internet. Donc, si nous, on a déjà fait des projets, ça permet aux adhérents de pouvoir répliquer les projets et les construire pour eux. On a une fraiseuse numérique, donc là, qui va permettre d'usiner de la matière, que ce soit du plastique, du bois ou des métaux tendres comme l'aluminium. Et on a après tout un espace, donc c'est l'espace dans lequel je me trouve là pour la visio, qui est un espace fermé. C'est une petite cabine qu'on a construite qui est isolée hermétiquement et phoniquement. Et en fait, c'est là où on a tous les outils qui sont un peu bruyants et poussiéreux. Donc, on a voilà, perceuse à colonne, tourée à poncer, un compresseur, des scies et puis tout l'électroportatif nécessaire à faire la plupart des bricolages du quotidien. Et donc, notre fonctionnement, c'est d'être ouvert à tous. On est ouvert à la fois, comme je le disais, aux particuliers, aux étudiants, aux pros, et on a des tarifs qui sont hyper bas, puisque l'objectif, c'est pas non plus de... en fait, on ne monétise pas sur les adhésions, du moins très peu. L'idée, c'est que n'importe qui, même avec des faibles moyens, puisse venir au Fab Lab pour développer leur projet et puis comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, on a des tarifs pour les particuliers qui sont à peu près à 45 € à l'année. On a 15 € le semestre pour les étudiants, demandeurs d'emploi, personnes retraitées. Et ensuite, c'est 500 € à l'année pour des personnes qui sont là dans un but professionnel et qui développent des produits pour être commercialisés. Donc ça, c'est ce qui nous permet aussi de faire un petit peu plus vivre le Fab Lab financièrement. Et ensuite, comme je le disais tout à l'heure, on a une plateforme où on va partager nos projets. Donc là, il y a quelques exemples, mais je les détaillerai un petit peu tout à l'heure. En fait, on a une plateforme où les utilisateurs se créent un compte et ils vont pouvoir récupérer en fait les informations qu'on trouve sur les différents projets qui ont été créés au Fab Lab, ou ils vont pouvoir aussi créer leur projet, le documenter, partager des choses pour que d'autres personnes puissent s'en investir. En exemple de projets qui ont été faits par des adhérents depuis 2021, puisque finalement, on a des adhérents qui commencent à venir seulement depuis 2021. En 2020, c'était un petit peu compliqué avec le Covid. On a un tétraplégique, donc sur la gauche, qui est venu pour faire une table de commande pour drone. En fait, son idée, c'était de pouvoir faire du drone en vue à la première personne pour pouvoir avoir une caméra et pouvoir se balader et voir sur son téléphone ce que filme le drone en direct. Sauf que comme il a une motricité qui est très limitée au niveau des avant-bras, il avait besoin d'un support qui lui permette de piloter plus facilement son drone. Donc là, on n'est pas forcément dans le thème de l'habitat, mais comme ça concerne l'accessibilité et qu'en plus, c'est une personne qu'on connaît de l'association Famille Solidaire, c'est le genre de projet qu'on peut accompagner. Sur la droite, on a un guide-doigt pour clavier. Donc là, c'était le proto qui était en bois, depuis on l'a refait en aluminium. Là, c'est pour une personne qui fait de l'ataxie, donc en fait qui tremble énormément et qui n'arrive pas à appuyer sur une touche à la fois. Et donc, c'est une aide technique qui existe déjà. Dans le commerce, ça coûte environ 400 € un clavier avec une plaque d'alu par-dessus. Donc, c'est un petit peu compliqué à racheter tous les 2 ans si le clavier est foutu. Donc, la dame qui voulait acheter le clavier est venue nous voir en nous demandant est-ce que ce serait possible de le réaliser au Fab Lab. Et depuis, on a créé ce guide-doigt pour clavier qu'on arrive à créer pour une trentaine d'euros. On a une trentaine d'euros de matériel, donc il faut rajouter 25 € pour le clavier. Et pour 55 €, finalement, on a un guide-doigt avec le clavier, alors que dans le commerce, ça coûte presque 400 €, ce qui est hors de prix, finalement, quand on sait le besoin que ça représente pour n'importe qui d'avoir accès au numérique, d'avoir accès à un ordinateur. Donc, c'est le genre de projet qu'on peut réaliser au Fab Lab pour des adhérents. Et là, on travaille aussi donc sur un projet de clavier modulable
qui est aussi porté par la même personne qui a fait le projet de drone. En fait, on s'est rendu compte que pour tout ce qui était raccourci complexe, donc pour faire du montage vidéo, pour faire du montage de CAO, c'était très compliqué pour des personnes qui ont des troubles moteurs, surtout au niveau des avant-bras, de pouvoir faire des contrôles Alt, Maj plus S. Je pense que même nous, en tant qu'utilisateurs normaux, des fois, c'est un petit peu galère. Donc, quand on n'a pas l'usage de ses doigts, c'est encore plus compliqué. Et il y a très peu d'aides techniques qui permettent de pallier à cette problématique. Donc là, on lance un projet où on essaye de faire un système qui permette de créer des touches qui soient déportées par rapport au clavier et qui soient activables, en fait, qui soient rémanentes. Donc quand on clique dessus, la touche reste activée jusqu'au moment où on va recliquer dessus pour la désactiver. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire des raccourcis complexes en les décomposant en tâches simples et permettre à des personnes qui ont une motricité limitée dans les bras, de pouvoir faire de la CAO, de pouvoir faire du montage vidéo, enfin, tout ce qu'on peut faire, nous, au Fab Lab. Donc, c'est aussi un outil qui nous sera utile pour le Fab Lab. Et là, on essaye de travailler avec l'Université de Haute-Alsace, donc l'université qui est présente à Mulhouse, pour développer le projet avec des étudiants. On bosse aussi sur un projet, je vous en fais quelques-uns, de box de location de vélos. Donc, en fait, on a des vélos, c'est ceux que vous voyez sur les images, qui sont des vélos inclusifs biplaces. Donc, c'est 2 places côte à côte, avec une assistance électrique, avec des pédaliers indépendants, ce qui fait que s'il n'y a qu'une personne qui peut pédaler, on peut quand même utiliser le vélo. C'est des vélos qui sont développés par la société allemande Dresa. Et ils sont super bien, par contre, ils coûtent super cher, c'est plus de 10 000 € pièce. Donc nous, on en a acheté 2 d'occasion avec l'association Famille Solidaire. Et maintenant, on travaille avec la ville de Mulhouse pour créer une borne de location autonome qu'on mettrait au centre-ville et où n'importe quel utilisateur avec une application mobile pourra en fait réserver pour 1 ou 2 heures le vélo et pourra aller en faire avec un proche, ses grands-parents, enfin peu importe. Et l'idée, c'est de pouvoir les rendre accessibles à n'importe qui. Je quitte ce slide-là. Et avant d'aller visiter le Fab Lab, je vous présente juste notre projet avec lequel on a rencontré justement Lucas. Alors, donc c'est le projet qu'on avait présenté à la Maker Faire, donc pour l'appel à projet Habitons Ensemble. On développe depuis 1 an maintenant au Fab Lab, un miroir connecté qui est en fait un dispositif pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. L'origine, c'est qu'on avait un adhérent qui a commencé à en créer un à partir d'un projet open source pour sa sœur qui a des troubles cognitifs à cause d'une tumeur cérébrale. Donc sa sœur a dit que le projet était super, que ça l'aidait énormément, sauf que c'est un projet qui est quand même très tech, il faut beaucoup de connaissances en développement pour pouvoir travailler dessus, et nous on s'est dit pourquoi pas redévelopper un miroir sur le même concept, mais qui soit très facile d'accès et qui permette à la fois d'afficher des informations simples sur un écran pour des personnes qui ont des troubles cognitifs, comme l'agenda, comme la météo, des messages des proches, pouvoir faire de la visio, et à la fois pouvoir permettre aux aidants et à toutes les personnes qui gravitent autour des habitants dans notre habitat inclusif de pouvoir partager des informations comme les temps de présence des professionnels, savoir un petit peu quelles sont les activités prévues et pouvoir garder du lien entre les aidants, la famille et les habitants dans les habitats inclusifs. Comme les habitants dans les habitats inclusifs ne peuvent souvent pas utiliser de téléphone puisque c'est une interface qui est trop complexe pour eux, il fallait qu'on développe une interface qui soit assez simple. Et notre volonté, c'était de pouvoir concevoir un système qui soit vraiment en phase avec chaque utilisateur, peu importe son profil. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est une personnalisation qui est la plus évoluée possible, qui permet d'ajouter des modules sur le miroir ou de les enlever en fonction du besoin de la personne, et qui permettent aussi une prise en main qui soit hyper simple, sans forcément avoir des compétences en informatique, sans forcément avoir besoin de formation. Donc, quelque chose qui soit très accessible finalement. Ça, je vais vous le passer, sachant que l'idée principale du miroir, c'est de permettre de faire du lien social et du partage entre un habitat inclusif ou même un habitat individuel à terme et toutes les personnes qui sont autour, mais qui ne vivent pas forcément dans l'habitat, mais qui ont envie de prendre des nouvelles régulièrement. Donc, ça permet aussi de gérer un petit peu tout ce qui est actimétrie, sécurité, notamment via la domotique, puisqu'en fait, dans notre projet, on imagine que le miroir pourrait être connecté à des capteurs, comme un capteur de qualité de l'air, comme un capteur
d'ouverture de porte, et ça permettrait en fait de pouvoir afficher des informations comme penser à ouvrir la fenêtre puisque ça n'a pas été aéré depuis une demi-journée, ou penser à éteindre, je ne sais pas, la télévision puisqu'elle tourne depuis 3 heures. C'est des petites informations où on n'oblige pas l'habitant à faire certaines choses, mais par contre, on va essayer de le stimuler pour qu'il le fasse de lui-même et pour qu'il se sente toujours investi dans la vie, dans l'habitat. Donc, nos cibles sur le projet, c'est les habitants, des habitats inclusifs, principalement les personnes qui ont des troubles cognitifs, leurs aidants familiaux, mais aussi les aidants professionnels, et tous les animateurs qui sont soit des pros, soit des particuliers qui interviennent dans les habitats pour faire des fois des petites séances, une activité par exemple cuisine, une activité jardinage, pour permettre aux animateurs de pouvoir pousser des photos de l'activité, de pouvoir rappeler quelle activité, penser à faire des choses. Donc l'idée, c'est de connecter tout le monde au travers du produit qu'est le miroir connecté. Et le concept, je vous le présenterai juste après, donc je vais vous le passer. Et en fait, on aura une application dédiée qui permettra de contrôler le miroir, et ça, on est en train de travailler avec une société qui est juste à côté, qui est voisine du Fab Lab, et qui nous aide à développer le projet du miroir. Et dernier point, donc en fait, comme nous, on a un Fab Lab, on n'a pas pour vocation de redévelopper complètement le code et toutes les fonctionnalités du miroir. Pour nous, c'est plus un support qu'on essaye de développer, et sur lequel ensuite des sociétés ou d'autres Fab Labs pourront rajouter des modules en fonction des besoins qu'eux auront trouvés en faisant leurs recherches. Et en fait, on aura un système de marketplace qui permettra aux utilisateurs du miroir de pouvoir choisir les modules à intégrer sur leur interface, et de pouvoir choisir ce qui est pertinent ou non en fonction des personnes qui sont présentes dans les habitats. Donc, c'est tout pour la présentation. Moi, je vous propose qu'on visite un petit peu le Fab Lab. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici ? Ça a l'air d'être tout clair. Ouais. Exactement. Je change. Alors, je switch, je passe sur mon téléphone et je vous montre un petit peu. N'oublie pas de couper le son de ton PC. Oui, je m'en occupe. Et l'haut-parleur aussi. Alors, ça, je coupe. Est-ce que vous m'entendez ? Yes. Parfaitement. Yes. Super. Et du coup, je vais juste changer de caméra. Est-ce que ça marche ? Yes, voilà, super. Donc, là, je vous parle depuis notre fameuse cabine d'atelier. On voit par les fenêtres que dehors, on a le Fab Lab. Mais là, on est dans la pièce que tout à l'heure j'expliquais, qui est insonorisée et aussi hermétique, justement parce qu'on a cette machine qui est très bruyante, que vous connaissez peut-être ou pas. Donc, c'est une machine qui permet d'usiner toutes sortes de matières, et qu'on va utiliser à la fois pour l'aspect décoratif, de pouvoir usiner du bois, et à la fois pour usiner des pièces un petit peu plus grosses. Vous verrez tout à l'heure, le miroir est en grande partie usiné avec cette machine. Et puis sinon, on a donc tous les outils qu'on peut trouver chez n'importe quel bricoleur. Dans la desserte, on a tout ce qui est électroportatif. Et ça, c'est à disposition de nos adhérents gratuitement, à partir du moment où ils ont quelque chose à faire, ils peuvent venir et utiliser ces outils. Les seules choses qui sont payantes, c'est l'ACN, puisqu'il y a l'usure des fraises qu'il faut rentabiliser un petit peu, les imprimantes 3D, où on est à 3 € de l'heure, ce qui permet de payer le filament et l'électricité. Et on fait un tarif à 2 € de l'heure pour le tarif solidaire pour les étudiants, demandeurs d'emploi et retraités. Ils sont libres d'utilisation, ou tu les formes? Je vois qu'il y avait une meuleuse ou une découpe, enfin, je sais pas, des trucs qui peuvent parfois être un peu dangereux. Est-ce que il y a une micro-formation, ou là, pour le coup, c'est assez libre? Oui. Alors, pour la fraiseuse numérique, on a une formation qui est obligatoire, puisque c'est un outil qui peut être très dangereux. Yes. Donc là, c'est une formation d'une demi-journée où on apprend surtout les principes, on va dire, de sécurité pour l'utilisation de ce genre de machine, et puis comprendre comment on programme les parcours outils. Et ensuite, on laisse quand même les utilisateurs se débrouiller, essayer d'aller vers les autres pour demander des conseils en fonction des expertises.
Tout ce qui est électroportatif, on n'a pas de formation particulière, puisqu'on part du principe que beaucoup de gens qui viennent savent utiliser les machines, mais par contre, si on a des gens qui veulent les utiliser et qui nous disent qu'elles ne savent pas, il ne faut pas 2 heures pour apprendre à utiliser une meuleuse. Donc, en fait, on leur montre un petit peu le principe, on les accompagne sur la première pièce et ensuite, on les laisse faire eux-mêmes leur projet. C'est un petit peu pareil pour l'impression 3D. On fait une formation de 2 heures, mais elle n'est pas obligatoire puisque on considère qu'il y a des adhérents qui savent déjà les utiliser. Donc, s'ils veulent les utiliser en autonomie, ils vont pouvoir les utiliser. Et sinon, on a la formation qui permet juste de comprendre un petit peu les principes pour la programmation des différentes pièces, comprendre comment on les place sur le plateau. Et ensuite, on les laisse un petit peu en autonomie pour qu'ils puissent créer eux-mêmes et apprendre par eux-mêmes. T'as combien d'adhérents dans ton truc? Là, on a normalement un petit peu plus de 30 adhérents, sachant que des personnes qui reviennent régulièrement, il y en a 5 ou 6, pas plus. 6, ok. Et c'est à la semaine ou quand tu dis ils viennent régulièrement, c'est plusieurs fois par semaine ou c'est en... 6, c'est des personnes qui viennent presque une fois par semaine. D'accord. Donc, j'espère qu'on en aura plus dans les prochains mois, le temps que ça se développe, mais surtout depuis quelques mois, en fait, depuis mai à peu près, on commence vraiment à avoir une communauté qui grandit et puis des personnes qui viennent avec des projets, pas juste des personnes qui viennent parce qu'ils sont curieux, mais des personnes qui sont là pour faire des choses. Et t'es le seul Fab Lab de Mulhouse? Non, on a TechnichTube aussi, qui est un très gros Fab Lab, mais qui est très généraliste. Donc, c'est eux qui organisent, pour ceux qui sont un petit peu dans ce domaine, la Maker Fight tous les ans, des combats de robots. Okay. Ils organisent une compétition nationale. Par contre, ils ne sont pas ouverts toute la semaine. Nous, on est ouvert de 9h à 17h. Eux, ils font juste des créneaux 2 soirs par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Et ils sont très généralistes. Ils font un petit peu moins de formation que nous. C'est vraiment plus axé gros maker, alors que nous, on accueille beaucoup de personnes qui viennent sans rien connaître à ce monde-là et qui plutôt ont des idées de projets et on va les aider à trouver des makers qui les aideront en fait pour faire des projets qui sont en lien avec le handicap, avec l'inclusion, enfin ce genre de choses. Là, on a un scanner 3D qui est aussi utile, on va dire, pour tout ce qui va être aide technique, puisqu'il va nous permettre de refaire des modélisations, par exemple, de poignées sur mesure. On va prendre de la pâte à modeler, on va imprimer en fait sur la pâte à modeler, enfin on va modeler pour avoir la forme d'une main spécifique. Ensuite, on va pouvoir renumériser la pièce modelée pour pouvoir, en impression 3D, refaire une vraie poignée pour des couverts adaptés. Par exemple, là, il y a une cuillère adaptée sur laquelle on va pouvoir remodeler une poignée en pâte à modeler et on va ensuite pouvoir la réimprimer pour refaire une aide personnalisée. On a aussi une petite imprimante résine. Ça ne permet pas d'imprimer des grosses pièces, mais c'est super précis. Et c'est plutôt une belle machine. Pour ceux qui n'en ont pas utilisé, c'est super intéressant puisque ça permet vraiment d'avoir des pièces avec une qualité de finition qui est beaucoup plus élevée que sur les imprimantes filaments. C'est-à-dire que à la caméra, je pense que vous ne verrez pas, mais on voit un petit peu les couches à l'impression 3D classique, alors qu'avec une imprimante 3D résine, on ne verra plus rien du tout. Et donc, je passe dans la dernière partie du lab. Tu as combien de mètres carrés là de labo? On a 80 mètres carrés en tout. Okay. À peine moins, 77. Ici, on a 2 stagiaires qui sont des stagiaires du centre de réadaptation de Mulhouse et David qui est en train de leur expliquer, qui leur fait une formation Arduino apparemment. Je vous coupe juste un instant, messieurs. Est-ce que vous pouvez expliquer en 1 minute ce que vous faites? Alors, juste sur le projet, dans les usages et pourquoi vous êtes venus, sachant qu'il y a 5-6 personnes qui vous écoutent. Bonjour, on est venu ici pour un projet de détecteur en CO2. On n'entend pas beaucoup, parce que peut-être qu'il est loin du micro. Alors, donc on avait comme projet de faire un détecteur de CO2. Pour l'habitat. Pour l'habitat, tu m'entends? Je crois. Vous entendez? Oui, oui, parfait. Oui, ça va. Donc là, on est en train de se connecter, d'essayer de faire du codage pour pouvoir se connecter via.
On perd de temps en temps un peu le micro, mais OK. Via, Capteur de via le CO2. smartphone, ouais. Pour pouvoir connecter en Wi-Fi et avancer sur le projet. L'idée, c'est d'avoir, c'est ça, une connexion Wi-Fi entre un capteur Arduino et une application ou une page web. Et on aimerait pouvoir, dans un logement, pouvoir dire, ben, attention, là, par exemple, alors c'est beaucoup en relation avec le Covid, Ouais. pouvoir dire, ben, si le logement n'a pas été aéré plus de 2 heures, il faut penser à l'aérer, justement à cause de la circulation du virus. Donc, on essaye de développer le capteur tout en open source et après, ça permettrait de le connecter au miroir pour pouvoir faire de l'affichage sur le miroir pour dire, en l'utilisant, ben voilà, là, il faut penser à aérer, à ouvrir une fenêtre, etc. Yes. Et donc, le miroir, pour finir, Ah bah ouais. Je disais juste en aparté, dans le magazine Make, ils ont fait il y a un tuto sur un capteur de CO2 pour la pandémie, là, justement, en mode do it yourself. voilà, notez bien. Dans le magazine Make. Parce que là, ils sont au tout début du stage, donc justement, ils font la veille recherche de tous les projets qui pourraient être similaires et qui pourraient les aider. Ah bah, magazine Make, là, vous tapez sur make.com, je pense que vous pouvez peut-être le trouver. Ouais. En tout cas, moi, je l'ai en papier, il est dedans. Et donc, pour finir, le fameux miroir connecté qui est enfin, pour l'instant, c'est juste un prototype, mais qui serait dans sa forme physique à peu près finale. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a les profils en bois ici qui sont usinés à la fraiseuse numérique et on a fait un assemblage avec des pièces imprimées en 3D qui sont fixées en fait avec un assemblage type Ikea où on a une vis qui passe à travers et on a ensuite un goujon qui permet avec un demi-tour de venir serrer chaque pièce. Donc en fait, en mettant juste un quart de tour de tournevis de chaque côté à l'arrière du miroir, on va pouvoir tout démonter. Donc tout est démontable. On peut choisir l'essence du bois, on peut choisir la couleur des angles en impression 3D. Et ensuite, derrière, on a un écran. Donc là, je montre rapidement avec pour l'instant un Raspberry Pi qui est caché derrière la plaque qui permet de faire tourner notre programme sur un Linux. À terme, ce sera de l'Android, mais pour l'instant, on bosse que sur de l'open source, donc on reste sur un Linux Raspberry Pi. Et en dessous, on a toutes les interfaces, je vais essayer de vous montrer ça, qui sont en façade. Donc, on a les boutons d'allumage, on a des prises USB justement pour pouvoir contrôler un petit peu notre dispositif. Et en fait, actuellement, c'est juste une maquette, mais ça présente déjà assez bien. Désolé, je fais tomber des câbles. Ça présente déjà assez bien ce que le miroir est capable de faire. D'ailleurs, là, il vient de faire de la reconnaissance avec Google, mais ça, j'avoue que ça ne fonctionne pas encore très bien. Il le reconnaît sans qu'on dise le mot magique. Donc, mais, s'il te plaît, voilà, miroir magique. On a notre logo qui est en train d'être développé. On a en fait la date, l'heure, la météo. Donc ça, c'est des interfaces qui expliquent ce qu'on est censé montrer, mais ce n'est pas les interfaces finales, puisque c'est des modules qu'on trouve sur le web. Et par contre, ce n'est pas adapté pour des personnes qui ont des troubles cognitifs. On voudrait que ce soit affiché plus gros. On voudrait avoir des pictogrammes avec des suggestions d'habillage en fonction de comment les personnes doivent s'habiller en fonction de la météo. Et par contre, sur le concept, on aura une barre très simple en bas du miroir qui sera une barre de modules. Donc, c'est ces fameux modules qui seront allés chercher sur un marketplace que les aidants pourront choisir en fonction des besoins des habitants. Et en fait, en cliquant très simplement, par exemple, sur le module téléphone ou sur le module agenda, sur cette interface principale, on va avoir le module sous format widget qui va s'afficher, donc avec des informations très simplifiées qui permettront de garder un lien entre habitants et proches et à la fois d'avoir des informations utiles pour pouvoir continuer à vivre le plus en autonomie possible dans un habitat. Un super projet, hein. Un Top. super projet. Et c'est quoi, vous avez un délai de, je sais pas si c'est de production ou de finalisation? C'est quoi quand est-ce que tu imagines finir ça? Ouais, on a déjà eu plusieurs, on a été lauréat d'un appel à projet en 2020 qui s'appelle Tango Escan, qui nous a permis de lancer un petit peu l'étude de besoin. Parce que moi, de formation, je suis ingénieur en mécanique et ergonomie et design. Donc, je suis plutôt axé sur la recherche des besoins, comprendre ce dont les habitants vont avoir besoin pour intégrer sur l'interface. Et puis aussi sur le côté esthétique du produit. Par contre, on n'a pas forcément les compétences pour tout ce
qui est développement de l'application. Donc là, ce qu'on a fait avec les sous qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a travaillé avec une société qui développe des applications et on a fait toute une étude d'avant-projet pour savoir exactement comment fonctionnera l'application. Et ça, c'est en train de se terminer. Et maintenant, notre objectif sur 2022, c'est de pouvoir aller chercher de la sub, des financements privés, pour lancer le développement d'une V1. Donc, on aimerait bien sur 2022 avoir une première application téléchargeable sur les stores, que ce soit Android ou Apple, et pouvoir ensuite faire du test très rapidement, puisque comme c'est un projet qui est très complexe, on se dit il faut obligatoirement qu'on le mette en test avec nos utilisateurs et qu'on fasse de la remontée, en fait, du développement continu, où on va mettre en place des outils de mesure, savoir ce qui est bien, savoir ce qui est moins bien. C'est un petit peu le principe du Fab Lab, on veut tout le temps être en lien avec les personnes qui utilisent le produit et petit à petit pouvoir faire les améliorations nécessaires jusqu'à ce qu'on puisse éventuellement le commercialiser. Puisque c'est notre plus gros projet, c'est le seul projet qu'on veut commercialiser puisqu'on a bon espoir qu'en le commercialisant, ce projet permette de financer un petit peu le modèle économique du Fab Lab. Parce que comme je le disais, comme on essaye d'être très accessible, on ne fait pas vraiment, enfin, on n'est pas rentable, on n'est pas pérenne juste sur les adhésions. Donc, on fait le choix de dire on va essayer de faire un produit qui permettra de faire des rentrées d'argent pour ensuite pouvoir financer toutes les activités qu'on fait ici. Ok, cool. Écoute, les 57, je propose de conclure. Merci Tom pour cette belle présentation. C'est super riche. Donc c'est cool. Merci Tom, merci, c'était super, franchement, bravo. Ouais, bravo pour ton projet. Du coup, on va s'arrêter là puisqu'il est 2 heures et du coup, je sais aussi, comme il y a une bonne partie de gens qui bossent, donc du coup, il y a aussi des gens qui doivent partir. Moi, je vais clôturer l'enregistrement. Derrière, je fais un email de replay et avec les contacts. Comme ça, si jamais il y a des... Ouais, t'inquiète, Tom, j'ai vu. Avant de clôturer, je précise du coup qu'on a un Facebook et une newsletter, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse à nous contacter, à nous envoyer des mails, à nous suivre. Moi je remets de toute façon les contacts de ton Fab Lab, on l'a déjà mis dans les coms de lancement, mais en gros je remets tout ça, du coup ton contact, tout ça, donc du coup tu pourras, si jamais il y a des gens qui veulent aller plus profondément dans ce que tu fais, ils peuvent te contacter directement. Sache aussi que nous, du coup, là, la communauté pour regarder le live, c'est une centaine de personnes. Après, la communication du replay, on la renvoie à une communauté qui est plus grosse, qui est de 800 personnes. Alors là, pour le coup, qui est interne. Mais bien évidemment, avec l'effet bouche à oreille, dans les 800 personnes, il y a des gens peut-être qui vont être touchés et donc peut-être avoir du lien avec toi ou en tout cas, on touche plus de monde. Merci à toi, Tom. En tout cas, c'est cool. Bravo. Merci et puis, bonne fin d'après-midi à toi. Bonne fin d'après-midi. Bon après-midi, tout simplement. Et à une prochaine fois. À une prochaine et bon après-midi à tout le monde. Ouais. Allez, bye bye à tous. Bon après-midi.